je souhaite la... Got it. OK, donc, je reprends. Je vous souhaite un bonjour et bienvenue à tous. Je suis Donald Derry, je suis président de l'Association nationale des retraités fédéraux pour la section Outaouais. Donc, avant de commencer la conférence, j'aimerais profiter de ce moment pour informer les membres de la section Outaouais que la date limite d'inscription au banquet 30e anniversaire de fondation de notre section est aujourd'hui à 17 heures. Donc, c'est un événement qui est à ne pas manquer. Il reste quelques places. On a déjà beaucoup de personnes. Et puis, il reste quelques places. Puis, je vous invite, ceux intéressés. Le banquet aura lieu au Palais des Congrès de Gatineau samedi prochain, le 3 décembre à 16h30. Vous recevrez le lien pour acheter vos billets dans le courriel qui vous sera envoyé tout de suite après la conférence. Ce courriel aura aussi pour but de vous demander de répondre à quelques questions d'évaluation de cette présentation. Donc, revenons maintenant à notre visioconférence. Premièrement, je remercie Michel Page pour l'organisation de cette conférence sur le décaissement à la retraite. La présentation durera environ 30 minutes et elle sera suivie d'une période de questions. Vous pourrez poser des questions à tout moment dans le chat pendant la présentation ou cliquer au bas de votre écran sur l'option « Réaction », levez la main après la présentation. La présentation est enregistrée et les participants qui répondront au petit questionnaire d'évaluation recevront le lien pour visionner l'enregistrement de la conférence d'ici demain. Donc, je vous demanderai maintenant de vous assurer que votre microphone est bien fermé pour la durée de la visioconférence. Donc, je vais maintenant vous présenter notre conférencière, Florentina Vasile. Madame Vasile possède un baccalauréat en administration publique et elle est détentrice du titre de planificatrice financière. Elle possède plus de 7 ans d'expérience à la Banque nationale du Canada et elle est actuellement représentante en épargne collective. Elle dessert les succursales de Hull, Wakefield et Maniwaki. Ses champs d'expertise sont la finance, la fiscalité, les placements, la retraite, les successions, les assurances et les aspects légaux reliés à ces domaines. Alors, sans plus tarder, je vous laisse entre bonnes mains. À vous, Madame Vasile. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et vous parler de la planification du décaissement. C'est quelque chose qu'on considère très important et mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de vous sensibiliser sur le sujet. Donc, on va vous partager dans quelques instants la présentation et j'ai très hâte d'écouter aussi vos questions sur le sujet et tout autre. On va en profiter de nos 30 minutes ensemble pour la période de questions. On parle souvent des mythes et croyances par rapport à la retraite, puis on en a plusieurs, dont le fait qu'une fois à la retraite, si vous voulez juste partager la prochaine slide, ça va m'aider, parfait. Donc, très souvent, on a différents mythes et je suis là aussi pour répondre à ces questions-là. J'ai 60 ans. J'envisage de prendre ma demande, j'envisage d'effectuer ma demande de RRQ. Ce qu'on voit très souvent, c'est que beaucoup de gens se laissent influencer par rapport aux voisins, par rapport à des croyances. Donc, ce qu'on dit pour prendre la retraite à la Régie de rente à 60 ans, on va le voir un petit peu plus loin dans la présentation, mais généralement, ça dépend vraiment de notre espérance de vie. Donc, si on a un mauvais état de santé ou dans notre entourage, on a vécu des maladies qui ont fait en sorte que les gens y ont décédé plus tôt, il se pourrait que prendre la retraite à la Régie de rente à 60 ans, que ce soit une bonne option, mais généralement, ça dépend de notre espérance surtout. Je priorise le remboursement de mon hypothèque. Par la suite, je paierai pour ma retraite. On le voit très souvent. C'est quelque chose que beaucoup de mes clients priorisent d'avoir une retraite sans hypothèque. Toutefois, il ne faut pas oublier que l'hypothèque, elle doit être Oups, on a un petit problème de son. Oh là là, on a un petit considéré comme une dépense pour se loger, comme une dette. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui.
OK. Donc, pour l'hypothèque, ce qu'on regarde souvent avec nos clients, c'est le fait que on compare est-ce que le taux d'empreinte, il est inférieur ou supérieur à mon potentiel de rendement. Donc, dépendamment du genre d'investissement que vous faites d'habitude, également aussi du taux d'imposition que vous avez, il se peut qu'il serait plus intéressant, par exemple, d'investir dans un REER plutôt que rembourser l'hypothèque. Donc, c'est le genre de conseils qu'on peut regarder avec les gens plus en détail, parce que ça dépend vraiment de notre taux d'imposition et du taux d'empreinte versus le taux d'épargne. Mes dépenses diminueront à la retraite. C'est également un mythe parce qu'on essaie de dire aux clients que généralement, ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on veut faire à la retraite, quels sont nos projets, parce qu'il se peut que durant qu'on travaille, on est plus occupé avec le travail, donc on a moins de temps et que finalement, à la retraite, on veut s'acheter un VR, on veut voyager autour du monde. Donc, il y a plein de projets qui peuvent faire en sorte que nos dépenses à la retraite ne diminueront pas nécessairement, mais il est fort probable aussi que dans certains cas, on arrive à démontrer que oui, il y a certaines dépenses qui seront diminuées, par exemple. Dans certains cas, on finit de payer l'hypothèque. Dans certains cas, on finit d'aider les enfants d'aller aux études. Donc, certaines dépenses resteront, certains augmenteront. Donc, ça dépend vraiment. Ce n'est pas vraiment clair, net et précis que les dépenses diminueront pour tout le monde à la retraite. Le prochain mythe, c'est que retirer le minimum de fer, c'est une bonne stratégie pour m'assurer d'avoir suffisamment d'argent. Ça dépend toujours du montant que vous avez accumulé, ça dépend de vos autres revenus, parce que pour certains, c'est certain que ça peut être une solution lorsqu'on n'en a pas besoin des sommes du faire pour vivre. Il se pourrait que retirer juste le minimum, ça peut être une stratégie. Par contre, on va le voir un petit peu plus loin qu'il existe certaines façons d'économiser parfois de l'argent et il se pourrait que retirer des fers un petit peu plus tôt au début de la retraite, ça peut être plus optimal que juste reporter à 71 ans. On dit maintenant que les marchés sont élevés. Ce n'est pas le cas présentement, malheureusement. Je suis proche de la retraite. Je devrais transférer mes placements vers des CPG. On rappelle aux gens qu'une fois à la retraite, on a autant de chances d'être en vie. Donc, on estime qu'environ à 60 ans, on aurait encore au minimum 30 ans devant nous. Donc, transférer les placements vers des CPG dès le début de la retraite pourrait avoir un impact négatif à plus long terme sur vos revenus de retraite parce que le potentiel de rendement dans un certificat de placement garanti, il est plus minime versus d'autres solutions de placement. Je peux fractionner tous mes revenus avec ma conjointe. À la retraite, la réponse, elle est non. On va le voir un petit peu plus en détail, plus loin. On parle du fractionnement de revenus dans la présentation, mais c'est certain que la bonne réponse, c'est que c'est seulement certains revenus qui peuvent être fractionnés, puis on va vous expliquer comment que ça fonctionne et pourquoi que ça serait important de valider si vous avez la possibilité de faire ce fractionnement-là et s'il est optimal pour vous. Donc, on va pouvoir passer à la prochaine slide. Donc, ici, la seule chose qu'on veut vous dire, c'est que c'est important d'avoir son plan de retraite. La raison, c'est que chaque situation, elle est différente et il n'y aura jamais de réponse parfaite, même si vous pourriez trouver une situation similaire avec un proche, avec un ami. Ça se peut que votre situation ressemble à la sienne. Par contre, pour avoir des recommandations personnalisées, on vous recommande à chacun d'avoir son propre plan, de valider le plus tôt possible à la retraite, ça serait quoi sa stratégie fiscale et également on donne des conseils, on fait le rapport avec tout le plan financier, donc tout ce qui est l'investissement. Donc, on vous donne des conseils par rapport à ça. On fait le lien avec la planification successorale. On fait le lien avec la fiscalité. Donc, on regarde tous les aspects de la planification lorsqu'on fait votre propre plan. C'est pour ça que c'est important d'en avoir un personnalisé parce que même si vous avez des ressemblances, aucun plan qui est vraiment identique aux autres. Donc, on peut passer à la prochaine.
on veut vous parler des risques à la retraite parce qu'on le remarque souvent et c'est quelque chose que nous, on tente de contrôler lorsqu'on fait la planification du décaissement. Le facteur temps, on a parlé tantôt du fait qu'à la retraite, beaucoup de gens ils ont l'impression que le temps arrête, qu'on a 60 ans, on est à la retraite, 65 et on a peu de temps devant nous. Donc, par contre, ce qu'on essaie de dire, c'est que notre espérance de vie, lorsqu'on fait une planification, on le fait sur des multiples années et généralement, quelqu'un qui a 60 ans, on essaie de le faire vivre jusqu'à 94 ans au minimum. Donc, puis c'est même démontré que les gens qui sont en couple, ils ont tendance à vivre plus longtemps. Donc, parfois, même 96 ans. Ça se peut qu'on décède avant, on n'en a pas de... OK. Madame Basile, on a un problème de son de votre côté. Est-ce que tu veux que je fasse une idée? Allô, allô? Ça, vous m'entendez? Maintenant, oui. On vous a perdu pendant à peu près 30 secondes. OK. Donc, est-ce que je peux continuer? Est-ce que C'est bien, on... vous pouvez continuer. Parfait. Donc, lorsqu'on fait la planification, on tient du facteur temps, donc votre espérance de vie. On tient compte également de l'inflation. C'est un élément qui est plus qu'important. Donc, on valide c'est quoi vos revenus à la retraite, mais également, est-ce que ces revenus-là que vous avez vont suivre l'inflation? Certains revenus, par exemple, certains fonds de pension ne sont pas indexés à l'inflation. Donc, pour ça, c'est important de valider comment votre épargne va suivre dans le temps l'inflation et comment vos autres revenus vont le faire aussi. Lorsqu'on parle de soins de santé, c'est que les soins de santé ont tendance à augmenter dans le temps et on sait que malgré qu'on a un excellent système de santé au Canada, il y a certains soins qui ne sont pas entièrement couverts par le régime et on a tendance à oublier que ces dépenses-là peuvent augmenter dans le temps et qu'on va devoir les couvrir à un certain moment, d'où pourquoi les gens pensent que c'est important de dépenser le plus possible au début de la retraite, mais que plus tard, ils n'en auront plus besoin. Nous, on est là pour leur sensibiliser à ce sujet-là pour les soins de santé, parce que ça dépend vraiment de quel genre de style de vie que vous souhaitez avoir plus tard. Est-ce qu'on voudrait aller avec une résidence privée? Est-ce qu'on voudrait pouvoir avoir une qualité pour les soins de santé? Ça aussi, on doit le calculer comme risque dans notre planification. La répartition des actifs, ce qu'on dit, c'est tout simplement que c'est important d'avoir une planification financière pour l'investissement parce que si on y va tout de suite, comme on a parlé tantôt par rapport au certificat au placement garanti, le rendement à plus long terme, il est diminué. Donc, ça nous impacte négativement, de pourquoi qu'on dit vous devriez évaluer chaque compte parce qu'un REER, un CELI peut ne pas avoir le même projet et en même temps, en faisant la planification, ce qu'on sait, c'est que très souvent, on fait un décaissement progressif. Donc, on ne retire pas tous vos placements en même temps, de pourquoi on ne devrait pas avoir la tendance de vouloir tout mettre de la même façon en début de la retraite, genre un placement très conservateur. Certains placements vont rester là à plus long terme, dépendamment de la stratégie qu'on a envisagée. Donc, si on commence par retirer des REER, peut-être que ceux-là peuvent être un petit peu plus stables, mais d'aller dans tous les placements très stables dès le début de la retraite, ce n'est pas toujours optimal parce qu'on peut démontrer que dans certains cas, ça peut coûter peut-être 2-3 ans de coût de vie à la fin de vos jours, que peut-être qu'à ce moment-là, ça aurait été optimal d'en avoir encore des sommes qui vous restent pour pouvoir maintenir le même style de vie que vous avez envisagé. La cadence de retrait, ça revient dire que ne faut pas oublier qu'on doit tenir compte de notre espérance de vie. Donc, si on fait des décaissements trop hâtifs, trop importants au début de la retraite, ça va nous pénaliser à plus long terme.
Donc, à ce moment-là, ce qu'on nous, on tente de faire, c'est de démontrer c'est quoi le coût de vie que vous êtes capable de maintenir au fil du temps pour respecter justement votre espérance de vie puis s'assurer de minimiser vraiment le plus possible votre risque de passer à travers vos économies. Donc, on peut passer à la prochaine étape. Pourquoi je devrais avoir un plan de retraite? On regarde comme on parlait un petit peu plus tôt, l'impact fiscal. Donc, on veut minimiser vraiment les impôts que vous allez avoir au fil du temps, de pourquoi que le plus tôt que je me prends pour me faire mon plan de retraite, le plus d'années devant moi que j'ai pour mettre en place certaines stratégies. On voit parfois que pour certains clients, ça aurait été optimal de profiter de certains retraits, par exemple avant 70 ans, mais par le temps que nous, on le rencontre, c'est souvent malheureusement trop tard. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire le tout le plus rapidement possible. Pour faire le plan de retraite, on a besoin de savoir votre coût de vie. Donc, c'est ce coût-là de vie qu'on veut confirmer à travers un plan que vous êtes capable de maintenir au fil des années. Sinon, mais on doit vous dire quand est-ce que vous allez devoir faire des concessions, puis c'est quoi le genre de concession. Par exemple, vendre la maison ou diminuer votre style de vie. Ce n'est pas toujours évident de faire ce genre de compromis-là. C'est ce qu'on tente dans la plupart des scénarios de retraite, ce qu'on veut montrer aux gens, c'est est-ce que je suis correcte pour maintenir mon rythme de vie que je veux ou est-ce que je dois faire des compromis? Si oui, c'est lesquels, puis c'est lesquels que je suis prête à faire. Lorsqu'on fait la planification, on regarde si ce n'est pas déjà une décision que vous avez faite. On veut regarder c'est quand le moment optimal pour prendre votre régime de rente, la pension de la sécurité de la vieillesse, parce que vous allez voir un petit peu plus loin dans la présentation, il y a des bonifications qui se font lorsqu'on est capable de patienter, mais il y a également aussi des pénalités, par exemple, par rapport à la régie de rente lorsqu'on la prend plus tôt. Donc, ça, c'est des choses que vous pourrez avoir comme recommandation. Donc, on peut passer à la prochaine diaporama. Donc, payer moins d'impôts à la retraite, c'est possible dans la majeure des cas. La bonne nouvelle, c'est que on vous recommande deux choses. La première, c'est d'avoir votre plan personnalisé pour pouvoir voir dans votre situation quelles sont les options pour vous? Est-ce qu'on peut parler du fractionnement? Est-ce qu'on peut parler de certains crédits que vous seriez admissibles? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire un décaissement plus tôt au début de la retraite? Donc, on veut que vous entouriez des bonnes personnes. Donc, un planificateur financier peut vous donner les grandes lignes, mais on travaille en collaboration avec le comptable. Donc, nous ne remplacerons jamais le comptable parce qu'on travaille en collaboration. C'est lui qui va voir vraiment le détail de toutes les crédits d'impôt à la retraite que vous avez le droit et s'assurer de maximiser votre stratégie. Nous, on va vous donner les grandes lignes et le comptable va venir compléter avec vous en fin d'année la planification. Donc, on peut par où commencer? Lorsqu'on fait la planification, le détail le plus important et que les gens, malheureusement, ils ont de la difficulté à quantifier, c'est vraiment le coût de vie. Donc, quand on parle de budget actuel et prévu, c'est comment tu penses que tu as besoin, quelle somme que tu penses que tu as besoin pour la retraite par année, pour bien vivre, pour respecter tes engagements? Quels sont tes objectifs? Donc, parfois, on veut changer d'auto, on veut s'acheter un chalet. Donc, tout ça, il est tenu en compte lorsqu'on fait la planification. Mais vraiment, le facteur le plus important qui va venir nous dire si vous êtes correct pour la retraite avec les sommes que vous avez accumulées puis vos autres revenus de retraite, c'est vraiment le budget. Malheureusement, c'est quelque chose que c'est pas très, très bien en place présentement. Donc, beaucoup de gens ont de la difficulté à quantifier ce coût de vie-là, de pourquoi quand on essaie de donner en amont un budget pour le travailler, puis qu'on vous le recommande fortement d'en avoir un aussi. On regarde également, est-ce que dans votre situation, il y a-t-il un potentiel de faire du fractionnement de revenus? On regarde également la stratégie d'épargne, s'assurer, comme on disait tantôt, qu'on regarde chacun de vos types de comptes pour voir également qu'est-ce qu'on va décaisser au fil du temps en premier pour s'assurer de ne pas être trop conservateur dans sa planification de l'épargne au début de la retraite. Puis, on regarde également les prestations gouvernementales
Donc, à quel moment que ça serait le mieux pour chacun d'individu de prendre sa régie de rente, la pension de la sécurité de la vieillesse. Également, pour certains qui ont eu certains fonds de pension dans le passé, qui l'ont rapatrié dans leur institution financière, à ce moment-là, on regarde pour ces régimes-là de quelle façon qu'on peut désimmobiliser certains sommes parce qu'il y a certains fonds de pension qui ont des restrictions. On regarde avec les clients comment on peut leur donner le plus possible de flexibilité par rapport à ces régimes-là. Il y a dans certaines situations où est-ce qu'on peut faire certaines stratégies de pourquoi que c'est important de valider, si c'est votre cas, de valider avec l'institution financière, de voir qu'est-ce qui s'est possible dans ces situations-là. Une fois que ces sommes-là ont été rapatriées, est-ce qu'il y a une façon de convertir ces sommes-là dans un REER, dans un FER pour vous donner plus de flexibilité au retrait? Donc, qu'est-ce qu'on devrait retirer en premier? C'est une bonne question. En fait, avec le retrait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque situation, elle est unique, d'où l'importance d'avoir son propre plan. Dans certaines situations, ce qu'on dit très, très, très souvent, c'est qu'on devrait commencer par les placements qui ne sont pas à l'abri de l'impôt pour limiter ces revenus qui sont imposables par rapport au placement. Ensuite, commencer avec le CELI et finir avec le FER. Ça, c'est la recommandation typique qui peut fonctionner dans certains cas. Par contre, lorsqu'on a la possibilité de faire le fractionnement de revenus, à ce moment-là, lorsque notre conjoint peut gagner moins, on pourrait venir envisager de faire des retraits plus tôt au début de la retraite. Également, si on a la possibilité de reporter notre régie de rente, la pension de la sécurité de la vieillesse, pendant ces années-là où est-ce qu'on a décidé de reporter, on gagne indirectement un petit peu moins de revenus. Donc, on pourrait penser à retirer des REER plus tôt pour compenser et avoir un taux d'imposition plus linéaire. Donc, il n'y a pas de réponse parfaite. Ça dépend vraiment si on peut faire un fractionnement de revenus. Ça dépend si vous avez choisi de reporter vos rentes. Ça dépend vraiment si on remarque que, par exemple, plus tard, vous aurez une pénalité par rapport à la pension de la sécurité de la vieillesse. Donc, on pourrait avoir avantage de retirer de vos REER en premier. Deux, pourquoi il faut faire ces simulations-là pour chacun d'entre vous le plus tôt possible. Quand faut-il convertir son REER en FER et pourquoi? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement nous demande de faire la conversion de tout montant REER que vous aurez en FER l'année de vos 71 ans. Donc, le 31 décembre de vos 71 ans, il faut absolument que toutes les REER soient convertis en FER. Par contre, dépendamment de la stratégie que vous avez établie avec votre planificateur financier ou votre comptable, c'est certain qu'on pourrait avoir avantage de le faire plus tôt. Je vous explique pourquoi. C'est qu'on va parler un petit peu plus tard du fractionnement de revenus. Et les REER, comme tels, ne peuvent pas être fractionnables. Par contre, une fois en FER, à partir de vos 65, vous pourrez avoir avantage de faire la conversion du REER en partie ou en totalité, par exemple, à partir de nos 65 ans. Dans ces situations-là. Également, ce qu'il faut savoir, je donne un exemple pour les clients qui ont des placements garantis. Si je suis en REER et que j'ai choisi en termes de 5 ans, mais je ne peux pas y toucher pendant 5 ans. Par contre, il se peut que finalement, moi, j'ai décidé que c'est une bonne stratégie d'encaisser mes REER, mais je ne peux pas le faire parce qu'il n'est pas échu. Le fait de convertir en FER, ce certificat de placement garanti me donne le droit de pouvoir l'encaisser au complet, même s'il n'est pas échu. Donc, il se pourrait que ce soit optimal, pas nécessairement juste du point de vue fiscal, mais aussi pour vous donner de flexibilité par rapport à l'encaissement de vos REER. Donc, l'institution financière, elle est obligée de vous donner accès à vos sommes qui sont en REER une fois que vous les avez converties en FER, même s'ils ne sont pas échus. Je l'ai placé pour 10 ans. On le recommande souvent pour les gens qui sont en capital garanti présentement, mais on leur recommande de pouvoir, pour pouvoir encaisser leur placement, de convertir une partie en FER. Ça se fait très, très, très bien. À ce moment-là, vous allez pouvoir avoir plus de flexibilité.
Donc, on va pouvoir passer à la prochaine. On vous donne quelques stratégies pour les REER, les faire. Je veux m'assurer qu'on ne manque pas beaucoup de temps. Donc, c'est certain qu'à la retraite, on valide vraiment si c'est optimal pour les gens d'avoir encore des REER. Où est-ce qu'on pourrait avoir encore intérêt à le faire si, par exemple, vous avez un impact important fiscal à la retraite. Par exemple, vous avez vendu un chalet, il y a un impact très, très important cette année-là. On voudrait peut-être valider si vous avez encore des droits de cotisation inutilisés. Vous pouvez le faire, la contribution jusqu'à vos 71 ans. On peut aussi valider si vous pourriez contribuer peut-être au REER du conjoint. Donc, même si moi, j'ai 73 ans, si mon conjoint a 66, bien, je pourrais sans problème continuer à contribuer dans le REER du conjoint jusqu'au temps que lui a atteint 71 ans. C'est une stratégie qui existe également. Dépendamment, si on n'en a vraiment pas besoin de faire, on peut commencer à retirer le minimum puis le baser sur l'âge du conjoint si celui-ci est plus jeune que nous. Donc, encore dans la simulation, est-ce que moi, j'ai 73 ans, mais si mon retrait minimal annuel serait basé sur mon âge, mon montant que je devrais retirer par année serait plus important que si mon conjoint est plus jeune, parce que c'est vraiment des pourcentages qui sont progressifs. Également, on parlait tantôt de désimmobiliser des régimes de pension que vous aurez eu dans le passé. Mais c'est important de valider vraiment si vous avez ce genre de situation-là, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour vous parce qu'il existe certaines situations où est-ce qu'on peut désimmobiliser certains montants. Pour le CELI, donc si on passe à la prochaine étape, on vous donne aussi quelques petites stratégies, rien de majeur, dans le sens qu'on vous recommande vraiment de contribuer au maximum. Bonne nouvelle pour 2023, pour votre information, on va passer à 6 500 de droits. On va être à 88 000 si jamais vous n'avez jamais contribué au maximum. On recommande fortement pour les gens, même s'ils n'ont pas de l'argent supplémentaire pour contribuer dans un CELI, utilisez vos comptes non enregistrés pour maximiser vos contributions. La raison, c'est que les placements non enregistrés produisent des revenus qui sont imposables, tandis que dans le CELI, bien, si on continue cette stratégie-là de maximiser à chaque année le CELI, ça va vous permettre de mettre le plus possible à l'abri de l'impôt. Et de faire la contribution en début d'année versus le faire juste en novembre, ça nous permet de vraiment avoir toute l'année au complet à l'abri de l'impôt. De le faire en début d'année, c'est l'idéal. Donc, on va passer à la prochaine étape. On parlait de la régie des rentes. On veut tout simplement dire que les clients qui par exemple, ont peu de revenus à la retraite pourraient avoir avantage de prendre la régie de rente à 60 ans. Ceux qui ont d'autres revenus de retraite et qui ont le moyen de pouvoir patienter en retirant, par exemple, des REER, il serait plus préférable d'attendre. Puis l'espérance de vie, c'est le facteur, le deuxième, le plus important à considérer. Si j'ai un état de santé qui fait en sorte que je crois que je ne vivrai pas à passer 74 ans, 75 ans, je pourrais avoir un avantage de retirer ma régie de rente à 60 ans. Si par contre, ma famille est décédée très, très tard, bien, je pourrais avoir avantage de reporter ma régie de rente. Donc, c'est les deux éléments à considérer. Donc, on peut passer à la prochaine slide. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est que la régie de rente, c'est vraiment un revenu, donc en fonds de pension qu'il est jusqu'à notre décès. C'est une rente viagère et elle suit l'inflation. Donc, pourquoi que cette décision-là, elle est très, très, très importante. On vous parle également que pour pouvoir éventuellement transférer une partie de votre rente de retraite, il est possible de diviser la rente avec votre conjoint. Donc, si on voit vraiment qu'il y en a un qui a 4 000 et l'autre qui reçoit 12 000 par année, il serait intéressant de valider avec la régie de rente la possibilité de transférer une partie de votre régie de rente à votre conjoint. Comme ça, vous arrivez à minimiser l'impôt. On vous dit qu'à 65 ans, vous avez le plein montant de la régie de rente. Par contre, ce qu'il faut savoir, si vous la prenez à 60 ans, on a une pénalité de 36 %. On peut
aussi patienter jusqu'à vos 70 ans. À ce moment-là, vous allez avoir une bonification qui peut aller jusqu'au maximum de 42 %. Donc, tout mois que vous le prenez plutôt avant 60 ans, à 65 ans, ça vous coûte une pénalité. Elle est une pénalité qui va vous suivre à vie. De la même façon que si on a la possibilité de patienter, vous allez avoir une bonification pour le restant de vos jours qui va suivre l'inflation. Donc, d'où pourquoi c'est important de bien analyser la situation. On peut passer à la prochaine étape. On voulait aussi également vous parler de la pension de la sécurité de la vieillesse. Elle aussi profite d'une bonification. Donc, vous pouvez la prendre à 65 ans. Par contre, vous pouvez également la reporter jusqu'à 70 ans. Tout mois de report peut vous apporter 0,6 % jusqu'à un maximum de 36 % si vous reportez le tout jusqu'à 70 ans. Donc, ça serait quelque chose à regarder. Ce report-là, autant de la régie de rente que de la pension de la sécurité de la vieillesse, diminuerait le risque que vous passez à travers votre argent, sachant que ces bonifications-là vous suivront jusqu'à la fin de vos jours. Ce qu'on voulait également vous parler, c'est vraiment qu'il peut y avoir une récupération de la pension de la sécurité de la vieillesse. C'est très, très important de le savoir. Qu'est-ce que c'est? C'est que vraiment, lorsqu'on nos revenus totaux d'une année dépassent, on va le voir un petit peu plus loin, environ 82 000 $ pour 2022, à ce moment-ci, ça voudrait dire qu'on devrait retourner 15 % au gouvernement du montant qui excédait. D'où pourquoi on doit valider s'il y a un possible fractionnement qui peut être fait, si on peut diviser la régie des rentes avec notre conjoint et commencer à diminuer les revenus imposables qu'on reçoit. Donc, parfois, retirer les placements non enregistrés en premier pour éliminer de ces placements-là qui sont imposables au fil des années. Et dans certains cas, ça en tenir juste un minimum de faire pour minimiser l'impact. Donc, je pense qu'il nous reste seulement environ deux diaporamas que je vais prendre encore quelques minutes. Je pense que c'est un sujet très important. Donc, le fractionnement de revenus, qu'est-ce que c'est? C'est que sur papier, je peux transférer à mon conjoint 50 % maximum de mes revenus qui se qualifient comme admissibles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'âge de 65 ans, seul le fonds de pension peut être fractionné avec mon conjoint et seulement sur le palier fédéral. Donc, au Québec, il faut absolument que tu aies 65 ans pour pouvoir le faire, mais au fédéral, je pourrais transférer à mon conjoint sur papier 50 % de mon fonds de pension pour payer moins possible d'impôts. Pourquoi? C'est parce qu'une personne qui gagne 100 000 par année et l'autre qui gagne 20 000, c'est certain qu'on va en avoir plus d'impôts dans cette situation-là que si on aurait deux personnes qui gagneraient 60 000 $. Donc, c'est pourquoi qu'on dit c'est important de valider c'est quoi le maximum puis de quelle façon qu'on pourrait mieux fractionner dans votre couple pour que vous payiez toutes les deux le moins possible d'impôts. Ce fractionnement-là de revenus, à partir de l'âge de 65 ans, je peux également, non seulement au fédéral qu'au provincial, transférer 50 % du fonds de pension, mais je peux aussi, mes montants que je retire du FER, je peux transférer aussi à mon conjoint jusqu'à 50 %. Je ne peux pas fractionner la pension de la sécurité de la vieillesse. Je ne peux pas fractionner de REER. Par contre, puis non plus la régie de rente, à moins vraiment de faire la demande de diviser la rente comme qu'on en parlait tantôt, mais ça se fait directement avec la régie de rente. Donc, ce n'est pas dans mon rapport d'impôt. C'est vraiment avec la régie de rente que vous pourriez valider s'il y a un écart entre votre rente RRQ, entre vous et votre conjoint. Vous pourriez leur téléphoner, puis à ce moment-là, vous saurez ça serait quoi le meilleur montant qui pourrait être transféré à votre conjoint. Mais c'est un transfert réel de la régie de rente versus ici, lorsqu'on fait le fractionnement, c'est vraiment juste sur papier, je transfère des revenus à mon conjoint, tandis que la régie de rente, j'y donne vraiment peut-être 200 $ de plus par mois dans ses revenus, puis moi, je vais en recevoir 200 $ de moins. Donc, on peut passer à la prochaine étape. Je voulais vous montrer un petit exemple pour pouvoir vous montrer un exemple concret. Donc, Claire, elle a environ 89 000 $. Pierre, il recevrait seulement 7 700 environ. Ce qu'on veut dire, c'est que dans le couple, on aurait au total
environ 79 000 après impôt. Puis, ce qu'on voit, c'est que Claire, qui reçoit un revenu plus important que le seuil, elle se fait couper la pension de la sécurité de la VS, du pourquoi qu'elle reçoit seulement 4 500 versus son conjoint qui, lui, reçoit le plein montant, 7 500. Avec le fractionnement, on voit qu'on a transféré la moitié du fonds de pension de Claire à Pierre. À ce moment-ci, autant Claire que Pierre se qualifieraient pour avoir la pleine pension de la sécurité de la vieillesse. Et l'impôt, il est le même pour les deux, ce qui résulte en fait une économie d'impôt et de récupération d'un montant de 8 700 $. Donc, c'est pourquoi qu'on veut vraiment qu'on valide pour chacun d'entre vous si c'est possible de faire le fractionnement, si c'est possible de récupérer, de perdre le moins possible la pension de la sécurité de la vieillesse en faisant le fractionnement. C'est vraiment que souvent, ça résulte avec des économies d'impôt assez importantes. Donc, des questions? Alors, je crois qu'il y a des questions dans le chat. Je ne sais pas si, Florentina, vous avez accès au... Donc, je vais vous laisser le lire parce que j'ai peur de toucher à quelque chose et qu'on ait des problèmes. Donc, première question. Première question. Peut-on convertir en fer seulement une partie du REER? Avant 71 ans, compte tenu du fait qu'on n'a pas d'obligation, on peut le faire partiellement sans problème. À partir de nos 71 ans, on est obligé de convertir tous nos REER en fer. Mais je pourrais choisir que j'ai 100 000 de REER, je veux juste convertir 20 000, mais je peux le faire sans problème. Si on convertit un REER en fer avant terme, est-ce que les pénalités d'annulation avant terme s'appliquent? Non, parce que le gouvernement oblige les institutions financières de vous rendre accès à votre argent. Donc, même si j'ai placé mon certificat de placement garanti pour 10 ans et que je suis loin du terme, je peux sans problème l'encaisser au complet. L'institution bancaire va le faire pour vous, même s'il n'est pas échu le placement. Il n'y a pas de pénalité pour ça. D'accord. Peut-on convertir le REER en fer à partir de 56 ans sans fractionnement et tout le retirer avant 65 ans afin de ne pas être pénalisé sur le crédit d'impôt en raison de l'âge? En fait, c'est une très bonne question. Donc, généralement, on ne se dépêche pas vraiment de retirer des REER, à moins vraiment de voir que vous avez un réel bénéfice du point de vue fiscal, parce que le crédit, en raison de l'âge, c'est un crédit. Par contre, c'est important de s'assurer que vous ne manquez pas de l'argent plus tard. Donc, c'est pourquoi on fait la planification principalement. Donc, c'est important de s'assurer que le retrait est avantageux pour des multiples raisons et non seulement pour un crédit d'impôt. Parfois, retirer des REER, la totalité, par exemple, ça pourrait nous donner accès au supplément de revenus garantis parce qu'on ferait très peu de revenus. Ça serait une stratégie parfois qui peut être envisagée, mais sinon, pour seulement ce crédit-là, ça serait vraiment à valider de quel montant en REER qu'on parle. Parce que retirer 200 000 puis payer le même taux d'imposition qu'on aurait pendant qu'on a travaillé, ça se peut que ce ne soit pas très bénéfique de le faire, le décaissement avant. Alors, peut-être que la réponse là, couvre la deuxième question de la même personne. Est-il avisé de décaisser tous ses REER de 56 à 60 ans et de ne vivre que de ses REER et commencer à recevoir ma pension seulement à 60 ans? On voit certaines simulations qu'on fait avec nos clients. Il y en a qui ont la possibilité de reporter l'entrée en vigueur de leur pension de gouvernement et qui veulent vivre, par exemple, sur leur REER avant cet âge-là. Donc, par exemple, ils ont la possibilité de se retirer à 57 puis avoir une rente du gouvernement avec pénalité,
ou de la prendre à 60 ans sans pénalité. Donc, on peut, dans certains cas, faire des simulations pour voir est-ce que le client aurait avantage de vivre de ses placements pendant ces 3 années-là pour bénéficier d'une rente sans pénalité, ou la pénalité, elle est tellement minime que ça ne vaut pas vraiment la peine parce que là, on vient d'encaisser des économies pas mal trop rapidement. Donc, ça dépend. Si on fait des simulations, généralement, on fait vraiment 2 simulations pour démontrer avec la pénalité ou avec le décaissement pour démontrer concrètement en dollars, c'est quoi l'avantage du client d'avoir fait ça. D'accord. Quel type de revenus sont admissibles au fractionnement? Donc, pour le fractionnement de revenus, c'est principalement le fonds de pension puis les revenus provenant du FER. Donc, c'est vraiment les 2 revenus les plus importants. Puis, on a parlé tantôt de la rente du Québec. Bon, Florentina, on vous a perdu. Elle n'est pas fractionnable sur papier. Un écart entre vous et votre conjoint ou votre conjoint, c'est une autre forme de fractionnement. Donc là, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est revenu, là, on a manqué, on a manqué un petit bout. Donc, principalement, c'est FER et fonds de pension. C'est vraiment les 2 revenus les plus importants qui peuvent être fractionnés. Fonds de pension, avant l'âge de 65 ans, c'est possible à le fractionner au fédéral seulement. À partir de l'âge de 65 ans, autant le FER que le fonds de pension sont fractionnables avec notre conjoint. Donc, on peut transférer 50 sur papier jusqu'à 50 puis ça se peut que ce soit optimal juste 10 Donc, c'est vraiment avec le comptable là, que vous allez pouvoir maximiser le tout. Excellent. Au provincial, est-ce que les 2 personnes doivent avoir 65 ans pour fractionner les revenus de retraite? La bonne nouvelle, c'est que c'est celui qui transfère qui doit être admissible. Donc, c'est celui qui transfère. Donc, si moi, j'ai 57 ans, j'ai pris ma retraite, j'ai un fonds de pension, puis ma conjointe, elle continue de travailler, elle a 55 ans, mais qu'elle fait peu de revenus, rien ne m'empêche parce que c'est la personne qui fractionne euh, qui doit se qualifier. Donc, la personne peut être plus jeune puis ne pas être à la retraite. Micheline demande, elle dit qu'elle a 69 ans et son conjoint a 68 ans. Est-ce que je Oui. peux cotiser dans son REER? Vous pouvez même contribuer au vote. Donc, l'idée du REER de conjoint, c'est vraiment dans l'optique où est-ce que, par exemple, moi, je remarque que j'ai un revenu important de retraite. Mon conjoint, lui, en reçoit moins. Je veux diminuer mon revenu imposable à moi. Donc, moi, je contribue dans son REER à lui. C'est moi qui vais avoir la déduction, mais c'est lui, lorsqu'il va le sortir, à ce moment-là, c'est son taux d'imposition qui va être plus tard pris en considération. Donc, oui, vous pouvez le faire avant 71 ans, autant dans votre REER à vous que dans le sien. C'est vraiment juste de voir est-ce que c'est optimal si toutes les 2 vous êtes à la retraite et que vos revenus ne changeront pas, est-ce que c'est encore optimal de faire des contributions de REER? C'est souvent pas le cas. D'accord. Quel revenu le gouvernement prend-il en compte pour calculer le montant de la RRQ et de la sécurité de la vieillesse? C'est une très, 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 très bonne question. Donc, la régie de rente, c'est vraiment en fonction de ce que toi, tu as contribué au fil des années pendant que tu travaillais. Donc, la pension de la sécurité de la vieillesse, elle est donnée à tout le monde. Il fallait juste vraiment d'être résident au Canada pendant 40 ans. Donc, c'est donné à tout le monde est admissible. Tu n'as pas besoin de contribuer. La régie de rente, elle est vraiment en fonction de qu'est-ce que toi, tu as contribué. Donc, il fallait vraiment que tu aies contribué pendant qu'on travaille. Automatiquement, on a des prélèvements à la source pour payer la régie de rente. Par contre, dépendamment de nos revenus dans une année, ça se peut qu'il y a eu certaines années où on a contribué moins. C'est vraiment ça qui détermine qu'est-ce que vous allez avoir à la retraite de votre régie de rente. Qu'est-ce que vous avez réellement contribué au fil des années? D'accord. Là, on a épuisé les questions. Non, il y en a une autre. Les retraits CELI,
compte-t-il dans le revenu et pouvant venir pénaliser le montant de la pension de sécurité de la vieillesse, PSV, qu'on peut obtenir? Les retraites, En CELI, comptent-ils dans le revenu et pouvant venir pénaliser le montant de PSV qu'on peut obtenir? La bonne nouvelle, c'est que le CELI comme tel, il est libre d'impôt en tout temps. Donc, il ne rentre pas dans notre revenu imposable parce qu'il n'y a pas vraiment d'impôt à payer. Tout le rendement qu'on fait dans un CELI, il est à l'abri de l'impôt. Par contre, si on a des placements qui dépassent le CELI, qui dépassent le REER, puis qu'on investit dans un compte qu'on appelle non enregistré, à ce moment-là, ces comptes-là nous pénalisent parce que si j'ai fait 3 000 de revenus d'intérêt, c'est 3 000 par-dessus mes autres revenus de l'année. Ça, par contre, ça va me pénaliser. Ça pourrait me pénaliser sur ma pension de la Sécurité de la vieillesse, le montant que je vais en avoir ou le montant que je vais devoir retourner au gouvernement. Excellent. Je crois maintenant qu'on a épuisé les questions qui sont dans le chat. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient poser des questions verbalement? Si oui, vous passez votre curseur dans le bas complètement à l'item réaction, cliquez sur réaction et levez la main. J'essaie de regarder. OK, Madame Laviolette, vous pouvez ouvrir votre microphone. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. D'accord, bonjour. Alors, Bonjour. moi, en fait, j'ai deux questions. La première, c'est que je me demande, étant retraitée depuis 12 ans, est-ce que je peux retourner à un travail à la fonction publique fédérale? Et si oui, quels sont les bénéfices ou désavantages? Qu'est-ce que je devrais considérer? C'est une très, très, très bonne question. Donc, on le remarque beaucoup des gens qui retournent sur le marché du travail. Ça dépend vraiment de vos revenus de retraite pour voir si vous serez avantagé ou pénalisé. Parce qu'il n'est pas rare de voir qu'à ce moment-là, on ferait trop de revenus imposables et que finalement, on arrive à payer le même taux d'imposition que pendant qu'on travaillait, qu'on arrive à perdre une partie de notre pension de la sécurité de la vieillesse. Donc, parfois, ce n'est pas tant optimal. Oui, le gouvernement a mis en place certains crédits d'impôt pour le retour sur le marché du travail, mais malheureusement, ce qu'on remarque encore, c'est que ce n'est pas suffisant pour encourager les gens parce que dans certains cas, à ce moment-là, lorsqu'ils ont commencé à avoir déjà leur pension de la sécurité de la vieillesse, ils commencent à avoir la RRQ puis leur fonds de pension, mais ajouter un revenu de travail ne fait qu'augmenter leur taux d'imposition. Donc, c'est pas toujours favorable. Donc, il faut vraiment valider avec votre planificateur. Ça serait quoi le genre de revenu qu'on est capable de gagner sans trop vous faire imposer? Parfois, c'est très, très minime du fait que ça ne valerait quasiment pas la peine. Si on dit que c'est 10 000 mais c'est dépendamment du type de travail que vous avez fait précédemment, ça se peut que l'employeur ne voudrait pas vous prendre pour une journée par semaine. Oui. Donc, ça dépend vraiment de vos autres revenus. Je m'excuse. D'accord, merci. Ma deuxième question, c'est depuis l'âge de 60 ans, j'ai commencé à retirer la rente du Québec et j'avais lu dans l'information pour les pensionnés que le montant de la retraite était affecté lorsqu'on recevait la RRQ. Peut-être j'ai mal compris, mais est-ce que ça a un impact sur la pension dès qu'on reçoit la rente? En fait, je pense que je comprends votre question. C'est que très, très souvent, les employés du gouvernement, puis les retraités en général, ils vont avoir un montant de revenus de la rente du gouvernement plus élevé avant l'âge de 65 ans. Et on explique à ce moment-là qu'il y a une coordination, donc un ajustement qui se fait. Donc, votre employeur, le gouvernement, va vous donner moins de revenus de retraite parce qu'on considère qu'à l'âge de 65 ans, vous allez avoir la régie de rente qui va rentrer en jeu. Donc, à ce moment-là, votre pension diminue et la régie de rente, elle rentre en compte. C'est vraiment, les fonds de pension sont battus de même. Donc, peut-être, est-ce que c'est bien la question? Oui, et pour ajouter à ça, est-ce que même si je les reçois depuis l'âge de 60 ans,
Est-ce que je peux faire une pause et la repousser pour plus tard? Non, malheureusement, une fois qu'on a pris notre décision, il y a parfois un petit délai lorsque c'est très, très, très récent, mais si ça fait 2 ans que vous recevez la régie de rente, cette décision-là, elle est prise pour toujours. Mais que vous la preniez à 60 ans, que vous la preniez à 65 ou à 70, lorsque le gouvernement calcule votre diminution à 65 ans, c'est la même que vous décidez de prendre votre régie de rente plus tôt ou plus tard. Ça n'a pas vraiment d'impact parce que ces calculs-là sont déjà faits un amont. OK. Merci. Bienvenue. Très bien, excellente question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient poser une question? Soyez bien à l'aise, c'est le temps. Madame Laviolette, vous pouvez baisser la main. Oui, c'est moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... On avait une question qui est venue avant la présentation sur le CELIAP. Ça n'a pas autant rapport avec la planification, mais vu qu'on a du temps, je vais prendre le temps de répondre à la personne qui nous a posé la question. La question, elle était est-ce que j'ai avantage d'utiliser mes REER pour faire le programme CELIAP ou je suis mieux de prendre des placements qui ne sont pas à l'abri de l'impôt pour faire ma contribution? Donc, pour faire une petite introduction, le CELIAP, c'est un nouveau programme qui n'existe pas présentement, mais qui va avoir la lumière l'an prochain pour les personnes qui n'ont jamais vraiment acheté une propriété dans les 5 dernières années. Ce que ça nous permet de faire, c'est de faire des contributions dans ce nouveau compte-là appelé CELIAP, qui s'apparente beaucoup au REER, donc qui nous donne le droit d'avoir des déductions d'impôts lorsqu'on utilise notre argent du compte de banque ou des placements non enregistrés, ou ça nous donne même le potentiel de prendre de nos REER qu'on a contribué pour le mettre dans un CELIAP, donc on peut le transférer tel quel, sans imposition. Puis ce que ça nous permet de faire, c'est que si tu es patient, tu peux retirer jusqu'à 40 000 $ de ce compte-là pour l'utiliser dans le cadre de l'achat d'une première propriété et ne pas payer de l'impôt sur les sommes qu'on retire. C'est pourquoi que ça peut être un programme très, très, très avantageux. La question, elle est venue par écrit, donc on ne sait pas vraiment si la personne, elle est propriétaire présentement parce que le seul temps où est-ce que le CELIAP va être intéressant, c'est vraiment pour les personnes qui comptent s'acheter une propriété et qui, par exemple, n'ont pas été propriétaires dans les 5 dernières années parce que c'est une condition obligatoire au moment où est-ce qu'on va venir faire des contributions. Donc, c'est la première question qu'il faut répondre. Si vous avez déjà une propriété puis vous considérez en acheter une deuxième, ce programme-là n'est pas avantageux pour vous. Par contre, si vraiment vous avez un projet de vous acheter une propriété puis vous ne l'avez pas fait dans les 5 dernières années, on pourrait ouvrir un compte, on pourrait faire des contributions, on va en avoir des déductions d'impôts et on ne paierait aucun impôt lorsqu'on va venir faire des retraits pour l'achat d'une maison. Donc, c'est un excellent programme que le gouvernement pense mettre en place en 2023. Excellent. Madame Marcille? Oui, bonjour. Étant donné que j'aurai une diminution de ma pension à l'âge de 65 ans, là, je suis retraitée du gouvernement FETMERO, évidemment, est-ce que ce serait avantageux de prendre la sécurité de la vieillesse, la RQ, à 70 et de décaisser mes REER de 65 à 70? Dans certains cas, on va dire que oui. Parfois, ce qu'on remarque, c'est que les gens ils ont déjà un revenu de retraite important. Donc, ça dépend vraiment de chacun, de sa situation, quel montant que vous recevez de votre pension. Parce que si votre montant est déjà important, si on reporte, dans certains cas, lorsqu'on regarde le report à 70 ans, ce qu'on remarque, c'est qu'à 70 ans, tu vas commencer à être obligé de décaisser de tes fers, un minimum obligatoire. Tu vas avoir ton revenu de retraite, tu vas avoir ta RRQ, puis tu vas avoir la pension de la sécurité de la vieillesse. Donc, parce qu'on a trop patienté dans certains cas, ça devient aussi pénalisant parce qu'à ce moment-là, on pourrait perdre une partie de notre pension de la sécurité de la vieillesse parce qu'on a en fait trop de bons revenus. Donc, ce n'est pas toujours obligatoirement une bonne chose de reporter. Donc, pourquoi on doit valider vraiment c'est quoi la meilleure stratégie. Il se pourrait que décaisser un petit peu de vos REER en attendant, c'est souvent des options qu'on regarde, c'est de décaisser un montant de vos REER en attendant ce report-là. Il faudra s'assurer qu'à 71 ans, lorsque vous allez commencer à décaisser de façon obligatoire de REER, que vous ne soyez pas trop pénalisé non plus. Merci.
Bienvenue. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il semble avoir une question qui est rentrée. Oui. Si on décède, quel est le taux d'imposition sur les REER pour la succession? La seule chose qu'il faut savoir, c'est que tout montant qui vous reste dans un REER en fer au moment du décès, si vous n'avez pas de conjoint à qui vous l'avez légué, à ce moment-là, toute autre personne, donc par exemple nos enfants, nos neveux, nièces, ils vont recevoir l'argent après impôt. Ce que ça veut dire, c'est que si j'avais 200 000 au moment du décès dans mes REER fer, je suis présumée toutes les avoir vendus. Donc, si je décède au mois de juin, j'avais déjà 40 000 de revenus jusqu'à cette date-là. Je suis considérée d'avoir fait 240 000 de revenus parce que j'ai mon 200 000 de REER qui s'ajoute, puis 40 000 de revenus. Donc, à ce moment-là, c'est certain que dépendamment de la somme globale, bien, à 240 000 c'est certain que le taux d'imposition, le taux marginal est à peu près 53 %. Donc, il y a comme la moitié qui pourrait partir en impôt, de pourquoi on dit souvent, ça serait intéressant de valider si dès notre vivant, on a un objectif de léguer le plus possible à la succession. Est-ce que c'est optimal de retirer un petit peu de vos REER année après année pour profiter d'un taux d'imposition plus linéaire et léguer le plus possible à la succession non imposable? Mais je vous avoue que dans certains cas, on fait des simulations où est-ce qu'on veut démontrer qu'un décaissement pourrait être intéressant. Puis ce qu'on remarque, c'est que parce que les revenus de retraite des gens leur suffisent, le décaissement n'est pas très, très optimal et que lorsqu'on compare à 90 ans, simulant un décès, on voit que ceux qui ont retiré juste le minimum du fer, sans trop toucher à leur placement, sans trop faire de décaissement au début de la retraite, parfois, ça peut être la solution la plus payante. Donc, c'est pourquoi on dit ça dépend. Puis, on fait 2 simulations pour démontrer un décaissement puis démontrer que parfois, rien faire, ça peut être la solution la plus payante. Excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions? Une fois? Deux fois? On en a une. On en a une. Bon Dieu! Donc, où est cette question-là? C'est sur la régie de rente, qu'est-ce qui arrive au décès. Oui. Donc, la régie de rente, il y a deux choses. C'est que, justement, de pourquoi qu'on regarde quand on décide de reporter la rente, est-ce qu'on a un conjoint qui se qualifie, qui pourrait en bénéficier? Je vous donne un exemple. Un client qui est célibataire, qui a décidé de reporter sa régie de rente à 70 ans, il meurt à 66 ans. Malheureusement, il n'y a aucune de sa succession, aucune personne de sa succession qui va avoir bénéficié et lui non plus. Donc, il va avoir contribué toute sa vie puis n'a pas profité. Par contre, si j'ai un conjoint qui se qualifie, à ce moment-là, dépendamment de l'âge du conjoint, il va pouvoir recevoir quand même une continuité d'une portion de sa régie de rente. Donc, il va avoir une rente de survivant s'il se qualifie comme étant le conjoint. Donc, il doit avoir été soit marié ou X nombre d'années ensemble avec son conjoint de fait. Donc, dans certains cas, il peut avoir une continuité. Si on décède sans conjoint, mais à ce moment-là, ça met fin et il n'y a personne qui va en avoir profité ou vous avez profité, mais seulement 2-3 ans ou le temps que vous avez été en vie après que vous avez demandé la rente. Très bien. Dernière question. Je crois qu'on a épuisé les questions. Écoutez, c'était très, très clair. Moi qui ne comprends pas beaucoup ces choses-là, je trouve que c'est pas clair. Merci beaucoup. Il y a des bonnes réactions qui vous remercient, Florentina. Moi, je vais mettre dans le chat ici, tout de suite, le lien pour accéder à notre questionnaire d'évaluation. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous allez arriver, ça va prendre 30 secondes. Et puis, nous, ça nous donne du feedback. Ça nous permet de s'ajuster et puis de mieux répondre à vos besoins. Donc, là-dessus, je vous remercie tout le monde d'avoir participé à notre visioconférence. Merci encore une fois, Florentina, pour vos excellents conseils, bonne présentation. Puis, au plaisir, à la prochaine. Merci beaucoup pour votre écoute. Bonne journée. Merci. Bonjour.